Salut! Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film dramatique de guerre intitulé Stop Loss. Spoiler à venir, attention et prenez soin de vous. Le film commence en 2001, alors que l'invasion de l'Irak dirigée par les États-Unis bat son plein. Un groupe de soldats américains, sous le commandement du chef d'escadron Brandon King, compte les jours avant de pouvoir rentrer chez eux. Le soldat de première classe Tommy Burgess filme la vie dans les baraquements, où les jeunes soldats s'entraînent, chantent et pensent à leur famille. Un jour, l'escadron est dans les rues pour garder un poste de contrôle qui mène hors de Tikrit. Leur tâche est de s'assurer que les véhicules entrant et sortant ne transportent aucune arme. Tout semble routinier jusqu'à ce qu'ils entendent 3 coups de feu au loin. Le sergent Brandon King ordonne à ses hommes de rester sur leur garde, juste au moment où une voiture transportant 3 femmes et 2 enfants approche du poste de contrôle. Cependant, quelques secondes plus tard, un taxi blanc surgit à grande vitesse en direction du poste, et tout part en vrille. Les insurgés à bord du véhicule ouvrent le feu avant de faire un demi-tour rapide. Brandon ordonne à ses hommes de les poursuivre, et l'escadron les suit à bord de 2 Humvee. Comme il y a trop de civils dans les rues, les Américains ne peuvent pas risquer de tirer. Ils poursuivent leur cible, qui finit par s'engouffrer dans une petite ruelle. Les insurgés descendent rapidement et se dispersent dans les maisons voisines, mais les Humvee, trop grands, sont contraints de s'arrêter à l'entrée de l'allée. Aux États-Unis, plus grande signifie mieux, mais pas ici. Les soldats américains descendent de leurs véhicules, forment 2 flancs de chaque côté de la rue et commencent à fouiller la zone. 2 soldats montent également la garde sur les mitrailleuses de calibre 50 installées sur les Humvee. Pendant ce temps, Brandon ordonne à ses hommes de vérifier les maisons voisines. Lentement, ils avancent vers l'endroit où le taxi blanc est stationné. Ils se retrouvent alors dans la partie la plus étroite de l'allée, entourés de hauts immeubles résidentiels de chaque côté. À ce moment critique, les insurgés, cachés en haut des bâtiments, ouvrent le feu. Les Américains réalisent enfin que la poursuite n'était qu'un piège pour les attirer ici. Ils sont maintenant pris en embuscade, les militants irakiens tirant sur eux de 3 côtés. Brandon informe ses hommes qu'ils sont encerclés et leur ordonne de battre en retraite. Cependant, le sergent Steve Shriver aperçoit 2 ennemis de l'autre côté de la rue et se précipite pour défendre cet endroit. C'est à ce moment que la situation passe de mauvaise à désastreuse. Un RPG frappe l'un des Humvee, détruisant les 2 soldats à l'intérieur. Les Américains tentent alors de masquer leur position en lançant des grenades fumigènes et en appelant des renforts. Quelques secondes plus tard, un autre RPG est tiré vers un véhicule irakien stationné à proximité. Tommy est sur le point d'être touché, mais un soldat nommé Rico Rodriguez se jette sur lui, absorbant l'impact de l'explosion et subissant de graves blessures. Peu après, un membre de l'escadron, Paul Pritchett-Coulson, est touché à la gorge par une balle et meurt sur le champ, s'effondrant dans les bras de Tommy, encore sous le choc de l'explosion. C'est l'un des décès les plus rapides d'un personnage dans l'histoire de Mystery Recapped. Alors que le chaos continue, Brandon se précipite dans une maison voisine pour venir en aide à Steve, qui s'est retrouvé seul à l'intérieur. Il le trouve blessé et utilise 2 grenades pour couvrir leur sortie. Brandon parvient à sauver son camarade, mais découvre également que ses actions ont causé la mort de plusieurs civils. Il est confronté aux dures réalités de la guerre, tandis que l'embuscade se termine avec la perte de 3 soldats. Quelques semaines plus tard, les membres survivants de l'escadron retournent dans leur ville natale, Brazo, au Texas. Ils reçoivent un accueil chaleureux de la communauté, avec des gens alignés dans les rues pour les saluer. Un grand carnaval a été organisé en leur honneur, dirigé par le sénateur américain Orton Worrell. Lors d'une cérémonie solennelle, les soldats reçoivent des étoiles de bronze et des Purple Hearts. Malgré cet élan de soutien, Brandon se sent dépassé par la foule et hésite à prononcer un discours. Steve remarque la nervosité de son ami et intervient pour dire quelques mots inspirants à sa place. Après la cérémonie, le sénateur prend Brandon à part pour une conversation privée. Il exprime sa fierté pour ce que les soldats ont accompli pour le pays et propose son aide de toutes les manières possibles. Voici la traduction précise et fidèle du texte. Ils amènent le soldat blessé, Rodriguez, à un hôpital aux États-Unis. Brandon le remercie et lui promet de l'appeler s'il a besoin d'aide. Ce soir-là, les soldats de retour au pays assistent à une fête dans un bar local et prennent des verres avec leur famille. Steve,
trop ivre pour danser avec sa fiancée Michelle, cède sa place à Brandon, qui danse avec elle à la place. Pendant ce temps, Steve commence à parler de ce qui s'est passé pendant la guerre, mettant les gens autour de lui mal à l'aise. Après cette nuit agitée de fêtes et de boissons, tout le monde retourne chez soi. Brandon est occupé à déballer ses affaires lorsqu'il reçoit un appel de Michelle. Elle semble extrêmement inquiète et lui demande de venir immédiatement. À son arrivée chez elle, Brandon découvre Steve presque nu, en train de creuser un trou dans le jardin. Il tente de parler à son ami, mais Steve est trop ivre pour dire quoi que ce soit de cohérent. Brandon entre alors dans la maison et constate que tout est en désordre. Il remarque aussi une ecchymose sur la joue de Michelle, réalisant que son fiancé l'a frappé. À l'extérieur, Steve a terminé de creuser son trou et s'y endort, armé d'un fusil. Il est évident qu'il pense encore être en pleine zone de guerre. Inquiet pour son ami, Brandon décide de dormir sur le porche pour s'assurer que tout reste calme durant la nuit. Son sommeil est interrompu lorsque Tommy percute un poteau avec sa voiture, juste devant la maison. Lui aussi est complètement ivre et révèle que sa femme l'a mis à la porte. Le lendemain, Brandon emmène tous les garçons à son ranch, une petite cabane en forêt située juste à l'extérieur de la ville. Ils passent leur temps à boire et à regarder Tommy tirer sur ses cadeaux de mariage. Pendant ce temps, Steve, encore en gueule de bois, dort dans le coffre. Réveillé en sursaut par les coups de feu, il ne sait pas où il se trouve. Cependant, il trébuche vers un seau d'eau glacée et y plonge la tête pour reprendre ses esprits. Le lendemain, Brandon, Tommy et Steve se rendent à leur base militaire pour rendre leurs équipements. Mais Brandon reçoit l'ordre de retourner en service actif en Irak. Stupéfait, il demande des explications à son supérieur hiérarchique, le lieutenant-colonel Booth Miller. Brandon exprime sa frustration face à cet ordre inattendu et déclare qu'il ne veut pas retourner dans la zone de guerre. Le lieutenant-colonel lui explique que le président a émis un ordre de stop-loss, une politique controversée obligeant les soldats ayant terminé leur tour de service requis à retourner au combat. Fou de rage, Brandon critique cette politique ainsi que le président, mais le lieutenant-colonel l'accuse de désobéir aux ordres et ordonne qu'il soit envoyé en prison militaire, estimant qu'il est un risque de fuite. Cependant, en chemin vers le camp militaire le plus proche, Brandon se bat avec les 2 soldats qui l'escortent et parvient à s'échapper. Il vole un jeep militaire et quitte la base. Le chef d'escadron appelle ensuite son meilleur ami Steve et lui révèle qu'il est en train de déserter après avoir été renvoyé de force en Irak. Steve est choqué par cette révélation, mais promet de trouver une solution et de le couvrir. Cette nuit-là, Brandon se glisse chez lui et discute de la situation avec sa famille. Il prévoit de se rendre à Washington D.C., espérant que le sénateur Worrell pourra l'aider. Son père s'inquiète de cette décision, qui viole la chaîne de commandement et contourne le lieutenant-colonel. Cependant, Brandon insiste, et ses parents finissent par accepter son choix. Michelle, qui était venue chez les King pour rendre un Tupperware, propose de l'accompagner à D.C. Elle sait que si Brandon est renvoyé en Irak, son fiancé le sera également. En allant à D.C., elle aura aussi l'opportunité de plaider la cause de Steve. Le duo prend alors la route et réserve bientôt une chambre de motel pour la nuit. Michelle va se rafraîchir pendant que Brandon s'assied près de la piscine. Tout semble calme jusqu'à ce qu'il voit soudain un soldat se noyer dans l'eau. Il saute pour sauver son camarade, avant de se rendre compte qu'il avait tout halluciné. Il devient évident que Brandon commence à montrer les premiers signes de stress post-traumatique, PTSD. Peu après, Steve appelle Brandon pour lui dire qu'il est actuellement en prison militaire, essayant de faire libérer Tommy, qui a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Steve rappelle à Brandon qu'il est le chef d'escadron et doit gérer la situation, mais ce dernier répond qu'il est en route pour D.C. pour rencontrer le sénateur Worrell. Tôt le lendemain matin, Brandon et Michelle rendent visite à la famille de Paul Pritchett Coulson, l'un des soldats tués dans l'embuscade de l'allée. Brandon raconte l'événement, expliquant comment ils ont été attaqués à un poste de contrôle avant de poursuivre les assaillants dans une allée. Il admet avoir conduit ces hommes droit dans l'embuscade, alors que Pritchett couvrait leurs flancs. Brandon peine à retenir ses larmes lorsqu'il demande pardon à la famille de Pritchett. Plus tard, alors que le duo reprend la route, ils découvrent que la vitre de leur voiture a été brisée. Brandon demande à Michelle de l'attendre pendant qu'il part confronter les responsables.
Il les retrouve rapidement dans une allée et engage une bagarre avec eux. L'un des voyous sort une arme, mais le soldat parvient facilement à le désarmer. À ce moment, Brandon commence à halluciner, se sentant de nouveau en Irak. Il force les coupables à s'agenouiller et s'apprête à les exécuter. Alors que la situation prend une tournure sombre, Michelle intervient. Elle parvient à raisonner Brandon et le ramène à la voiture. Après l'incident, le duo loue une chambre d'hôtel où Michelle soigne ses blessures. Plus tard dans la nuit, Brandon rencontre un autre soldat déserteur qui fuit depuis 14 mois. Ce dernier lui donne le numéro d'un avocat capable de fournir de faux documents de libération. Avec ces papiers, Brandon pourrait se créer une nouvelle identité au Canada. Le lendemain matin, Steve retrouve Brandon à l'hôtel. Il lui annonce que s'il retourne à la base dans les 14 heures, toutes les charges seront abandonnées. Mais Brandon rejette l'offre et demande à Steve pourquoi il porte son uniforme. Il s'avère que Steve a accepté l'offre de l'armée de rejoindre une école de tireurs d'élite. En apprenant que son fiancé retourne en Irak, Michelle, furieuse, demande ce qu'il adviendra de leur relation. Elle refuse d'écouter ses excuses et finit par le mettre à la porte. Brandon suit Steve dehors, et les deux hommes ont une discussion à cœur ouvert. Steve parle des luttes de Tommy et exhorte Brandon à retourner au service avec lui. Mais ce dernier refuse à nouveau, expliquant qu'il ne peut pas continuer à voir des innocents mourir ou être mutilés. Peu de temps après, Brandon appelle le bureau du sénateur Worrell, mais on lui annonce que le sénateur ne souhaite pas le recevoir. Avec leurs options qui s'amenuisent, Brandon et Michelle rendent visite à Rico Rodriguez, le soldat qui avait héroïquement sauvé Tommy d'un RPG. Rico a subi de graves blessures, notamment la cécité, la perte de ses membres droits et des brûlures au visage. Malgré cela, il exprime sa gratitude d'être sorti d'Irak à temps. Brandon lui révèle alors qu'on le renvoie en première ligne en Irak. Était-ce vraiment nécessaire de lui dire cela? Après la visite, Brandon se confie à Michelle. Il lui parle de ses motivations initiales pour rejoindre l'armée, motivé par un sens du devoir patriotique. Mais ses illusions se sont brisées lorsqu'il a découvert la véritable nature de la guerre. Il décrit le chaos et l'incertitude du champ de bataille, où tout le monde semblait être armé et personne ne pouvait être digne de confiance. Brandon partage sa culpabilité et son traumatisme, après avoir vu ses amis mourir et en constatant l'impact sur sa santé mentale. Il lui avoue aussi avoir accidentellement tué des civils irakiens innocents, y compris un enfant. Cette nuit-là, Brandon appelle l'avocat et lui dit qu'il a besoin de faux documents pour partir au Canada. L'avocat refuse d'en discuter par téléphone et lui donne rendez-vous avec $1000. Michelle accepte et ils se rendent à New York avec l'argent. Là-bas, il rencontre l'avocat, qui informe Brandon qu'il n'y aura pas de retour en arrière une fois qu'il aura traversé au Canada. Il lui donne ensuite une nouvelle pièce d'identité et le numéro d'un agent qui viendra le chercher de l'autre côté de la frontière. Ce soir-là, Brandon appelle sa mère pour lui parler de sa décision, mais reçoit une nouvelle choquante. Son ami proche et subordonné, Tommy, a été retrouvé mort au ranch la veille. Il souffrait d'un grave trouble de stress post-traumatique, PTSD, et s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Le lendemain, Brandon retourne au Texas et se rend sur la tombe de Tommy. Une fois que tout le monde est parti, Steve, qui est à proximité, le remarque et confronte son meilleur ami. Leur conversation dégénère rapidement en une dispute, puis en une bagarre. Steve accuse Brandon d'avoir abandonné leur escadron sans leader, mais Brandon riposte en disant qu'ils vont tous souffrir et mourir dans une guerre inutile. Les deux hommes se battent dans la boue pendant un moment avant de retrouver leur calme. Finalement, Brandon ouvre. Calme. Finalement, Brandon ouvre. Brandon termine en disant qu'il se sent responsable d'avoir conduit leur groupe dans cette allée et causé la mort de tant de leurs camarades. Steve souligne qu'il serait mort sans le leadership de Brandon, mais ce dernier n'en peut plus. Il quitte alors le cimetière, laissant son meilleur ami pleurer de frustration. Par la suite, Brandon retourne chez lui pour voir ses parents et leur dire au revoir. Il fait ses valises, puis sa mère et Michelle l'accompagnent à la frontière. Une fois sur place, Brandon prend un moment pour réfléchir. Il réalise qu'il est sur le point de laisser derrière lui tout ce qu'il a toujours connu. Il sait également qu'en dépit de cette fuite, les fantômes de la guerre ne le quitteront jamais.
Il n'y a pas d'échappatoire, seulement un choix entre deux chemins tout aussi tortueux. Finalement, Brandon change d'avis et décide de rester aux États-Unis. Abonnez-vous pour d'autres vidéos, activez les notifications et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci de votre visionnage.